Première spécialité, chapitre 6. Nous passons maintenant au paragraphe grand 3, la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant. Alors, vous connaissez maintenant le mécanisme en 3 étapes qui permet de décrire la dissolution d'une espèce ionique dans un solvant. Vous savez écrire une concentration en ion en fonction de la concentration apportée de soluté. Maintenant, expérimentalement, il faut savoir quelles sont les conditions dans lesquelles la solubilité de l'espèce chimique dans le solvant sera grande et dans quelles conditions elle sera faible. Pour cela, le principe à retenir, c'est un peu le principe du qui se ressemble, s'assemble. Plus les interactions, donc les interactions de nature électrostatique, entre le soluté et le solvant vont être nombreuses, plus le soluté sera soluble dans le solvant, plus la quantité de matière de soluté pourra être élevée dans un solvant. Ainsi, dans le tableau que vous pouvez compléter, lorsque le soluté est type ionique, par exemple, du sel de cuisine, un soluté type ionique sera beaucoup plus soluble dans les solvants polaires. Pourquoi? Les solvants polaires, comme les molécules d'eau, possèdent des charges partielles, delta plus, delta moins. Les solutés ioniques, donc des cations ou des anions, vont pouvoir interagir avec ces charges partielles et la cage de solvant se formera de façon plus simple, la solvatation sera plus efficace et la quantité de matière maximum de soluté qu'on va pouvoir dissoudre dans le solvant sera plus importante. On aura donc une augmentation de la solubilité. Quand on a affaire à des molécules, si ces molécules sont polaires, eh bien même chose, elles vont bien se dissoudre dans les solvants qui eux-mêmes seront polaires. En revanche, si vous avez affaire à des molécules comme soluté qui sont apolaires, on verra dans quelques instants l'exemple du diiode, I2. Alors, si la molécule est apolaire, ce seront les solvants apolaires qui seront à privilégier pour leur dissolution. En ce qui concerne maintenant les mélanges de solvants entre eux, ou les mélanges de liquides, on tiendra toujours sur le même principe que des liquides ou des solvants de même polarité seront miscibles. Dans les exemples qui suivent, vous pouvez vous entraîner à essayer de trouver la solution en mettant la vidéo en pause. Le chlorure de sodium, qui est donc un soluté ionique, sera soluble, voire très soluble dans l'eau, mais par contre sera insoluble dans le cyclohexane. L'eau, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, est un solvant polaire. Le cyclohexane, C6H12, est un solvant apolaire, uniquement constitué de liaisons carbone-carbone non polarisées ou de liaisons carbone-hydrogène très peu, voire non polarisées également. Le diode, c'est une molécule apolaire puisqu'elle est constituée d'une seule liaison entre deux atomes d'iode, sera insoluble ou peu soluble dans l'eau. On va le rajouter parce qu'on arrive quand même à fabriquer de l'eau iodée. Mais par contre sera soluble, voire très soluble dans le cyclohexane. Maintenant, on travaille sur un liquide, l'éthanol. Donc l'éthanol, c'est un liquide incolore, c'est aussi un solvant, c'est l'alcool. L'éthanol, vous voyez ici, qui possède un groupe OH. Donc si vous écrivez à titre d'entraînement sa formule de Lewis, vous verrez que cette liaison OH va porter une charge partielle delta- sur l'oxygène et une charge partielle delta+ sur l'hydrogène. L'éthanol est donc un solvant polaire qui va être miscible dans l'eau. Quand on mélange de l'eau et de l'alcool, on obtient un mélange homogène. En revanche, un mélange d'éthanol et de cyclohexane n'est pas miscible. Il est hétérogène et on peut observer 2 phases. Le fait que des liquides de même polarité soient miscibles, et que donc des liquides ou des solvants qui ont des polarités qui sont différentes soient non miscibles, est exploité dans le paragraphe petit 2 sur le phénomène d'extraction liquide-liquide. En travaux pratiques, on est souvent amené à devoir extraire une espèce chimique d'un solvant vers un autre. La technique utilisée, que vous avez tous vue en seconde, s'appelle la technique d'extraction liquide-liquide. Je vous en rappelle le principe. L'espèce chimique est donc dissoute dans un solvant initial. On choisit un autre solvant qu'on va appeler le solvant d'extraction ou le solvant extracteur.
Le choix de ce solvant va reposer sur ses propriétés physiques. Premièrement, l'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant d'extraction que dans le solvant initial, sinon elle va rester dans le solvant initial. Deuxièmement, les deux solvants qui rentrent en compétition doivent être non miscibles, sinon il ne sera pas possible de les séparer dans l'étape de décantation. Et pour finir, quand les deux propriétés précédentes sont respectées, si on a le choix entre plusieurs solvants d'extraction, on choisira le moins toxique. Une animation pour vous rappeler les gestes à utiliser en travaux pratiques pour réaliser une extraction liquide. On utilise une verrerie qui s'appelle l'ampoule à décanter. Par exemple, dans la situation proposée ici, on souhaite extraire du diode, donc qui a une faible solubilité dans l'eau, et qui est mélangé aussi avec du sulfate de cuivre. Donc vous avez un soluté moléculaire apolaire qu'on a réussi à dissoudre en faible quantité dans l'eau, et un soluté ionique, l'ion sulfate SO4 et l'ion cuivre Cu2+. Le diode, comme il est apolaire, il va être plus soluble, on l'a vu, dans le cyclohexane que dans l'eau. En présence de ces deux solvants, il va donc se rassembler plutôt vers le cyclohexane. Le cyclohexane sera donc pour nous le solvant extracteur. Les gestes expérimentaux: une ampoule à décanter, un bécher, et on introduit la solution initiale. Dans cette solution initiale, vous avez donc comme solvant de l'eau, et donc les deux solutés, le sulfate de cuivre et le diode. Ce mélange va pouvoir subir une séparation en plusieurs étapes. Première étape, on introduit dans l'ampoule à décanter le solvant extracteur, le solvant organique, ici le cyclohexane. Quasi instantanément, il va prendre une couleur. Cette couleur est liée à une migration spontanée du diode à l'interface ici de l'eau vers le cyclohexane. Le diode dans l'eau, il est un petit peu jaune orangé, et dans le cyclohexane, il est un petit peu rose. On enlève l'entonnoir, on bouche l'ampoule à décanter, on la retire de son support, et on procède à une agitation de façon à provoquer une extraction en permettant une plus grande surface de contact entre tous les solvants. Il faut penser à dégazer régulièrement, particulièrement pour les solvants organiques qui sont très volatiles pour éviter les surpressions. Quand il n'y a plus de gaz, on replace l'ampoule sur son support et on attend 1-2 minutes, le temps que chaque solvant reprenne sa position initiale. Les solvants les moins denses remontent, en l'occurrence ici le cyclohexane qui a une densité de 0,88, et les solvants les plus denses, ici l'eau, descendent par gravité. Vous avez ici le solvant à queue qui est le plus dense. Ensuite, on enlève le bouchon pour permettre une entrée d'air et on va récupérer, dans l'ordre des densités, le solvant le plus dense, donc ici l'eau qui a pris une couleur bleue puisqu'elle ne contient plus que le sulfate de cuivre. Puis, dans une dernière étape, on va récupérer dans le solvant extracteur l'autre entité, le diode, qui donne cette coloration rose. Le diode dans le cyclohexane est alors recueilli, il a été extrait, il n'est plus mélangé avec les solutés ion cuivre et ion sulfate du mélange initial. Vous retrouvez le schéma de ces animations sur votre polycopier, il faut savoir le réaliser sans aide et le légender.